Professeur Habib, vous êtes cardiologue et chef du service cardiologie et insuffisance cardiaque à la Timone et vous coordonnez au sein de ce service le CCMR cardiomyopathie et troubles du rythme cardiaque héréditaire ou rare qui appartient à la filière cardiogène. Et suite à la 15e journée maladie rare, merci beaucoup Professeur Habib d'être ici pour nous parler de ce centre qui est dédié à la prise en charge de ces maladies versant adultes. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler de la constitution de ce centre? Absolument. Alors, on a créé ce centre, bonjour d'abord, on a créé ce centre pour la partie qui me concerne le plus, qui est celle des cardiomyopathies en elles-mêmes, en 2010, c'est-à-dire à cette époque-là, on avait l'idée de coordonner un petit peu toutes ces cardiomyopathies rares et d'être capable aussi de faire leur analyse génétique à Marseille, alors que jusqu'à présent, cela n'était pas le cas. Et donc, avec le professeur Karine Nguyen, on a décidé à ce moment-là de mettre nos efforts en commun pour fournir cette possibilité aux patients de la Marseille, mais je dirais plus largement de la région PACA. Ce centre, en fait, il a trois têtes, il est tricéphale, il est composé de trois parties. Une partie dont je m'occupe qui est le centre des cardiomyopathies rares en elles-mêmes, dont on est le centre de compétence, le centre de référence étant parisien, avec le professeur Philippe Charon. La deuxième tête, c'est le centre des maladies rythmiques rares, qui est dirigé par le professeur Jean-Claude Deharo, et le troisième, c'est celui des cardiopathies congénitales complexes, qui est dirigé par Madame le docteur Ovart, Caroline Ovart. Qu'on a aussi interviewé déjà. Absolument. Donc voilà, nous sommes ces trois centres qui travaillons conjointement, bien qu'un petit peu séparément, mais les patients, bien sûr, vont parfois d'un centre à l'autre, notamment entre la rythmologie adulte et les cardiomyopathies, il y a un lien très étroit. Oui. Et ce centre a acquis une certaine reconnaissance depuis 2010, puisqu'on espère, en tout cas pour notre partie, de devenir centre constitutif. Oui. Et que vous parliez des journées de la filière qui ont eu lieu l'an dernier, cette année à Bordeaux, et qui l'an prochain, et c'est une bonne nouvelle que je vous annonce, auront lieu à À Marseille. Marseille, c'est super. D'accord, merci beaucoup. Donc on attend cette journée. Et donc, bon, vous avez déjà participé à l'émission C'est la santé, avec de l'émission de la PHM et de LCM, et c'est visible sur votre site, donc vous en dites déjà beaucoup dans cette émission. Mais peut-être vous pouvez nous récapituler brièvement ce que sont ces cardiomyopathies rares, et peut-être nous évoquer plus particulièrement deux pathologies. La non-compaction du ventricule gauche et la maladie de Fabry, qui est d'abord aussi une maladie héréditaire du métabolisme. Absolument. Alors le fonctionnement, le principe même, je dirais, de ce centre des cardiomyopathies, c'est qu'on accueille les cardiomyopathies. Alors qu'est-ce que sont ces cardiomyopathies? Ce sont toutes les maladies du muscle cardiaque où il n'y a pas une explication évidente, que ce soit les coronaires, que ce soit l'hypertension artérielle. Quand on n'a rien trouvé pour expliquer cette cardiomyopathie, on parle de cardiomyopathie primitive ou idiopathique à proprement parler. En tout cas, ce sont des cardiomyopathies inexpliquées dont on sait que l'étiologie peut être génétique avec une grande fréquence. Et donc, le message qu'on passe à tous les médecins et les cardiologues et les patients qui recrutent les patients, c'est de leur dire, eh bien, quand vous avez une cardiomyopathie non expliquée, et j'allais dire, quel que soit son âge, mais surtout chez les sujets jeunes, il faut penser que cette maladie est potentiellement génétique et nous adresser les patients au moins une fois dans le centre des cardiomyopathies pour en faire le dépistage. Alors, quels sont les dépistages génétiques? Quelles sont ces maladies? On distingue classiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais trois grandes catégories: les cardiopathies hypertrophiques, où le muscle cardiaque est épais; les cardiopathies hypocinétiques ou dilatées, où là, le muscle cardiaque est au contraire plutôt fin et se contracte mal; et des formes plus rares qui sont les cardiopathies restrictives, qui sont une forme rare, mais au sein desquelles il y a une pathologie en très grande progression, dont je vous parlerai dans un instant, qui est l'amylose cardiaque. Donc voilà ces trois types de cardiomyopathie, particulièrement quand il y a des formes familiales connues, mais aussi chez des sujets jeunes, mais aussi, j'allais dire, d'une façon générale, toutes ces pathologies sont potentiellement des cardiomyopathies d'origine génétique, et il peut être utile de nous les adresser pour faire un bilan, pour rechercher une mutation sur un gène qui serait responsable de cette cardiomyopathie. Voilà ce que c'est que ce centre des cardiomyopathies, voilà ce que sont les patients qui nous sont adressés, et depuis finalement
une quinzaine d'années maintenant, eh bien, tous les patients de la région nous sont adressés pour un bilan qui est fait en consultation externe pour évaluer non seulement le côté génétique de la pathologie, mais également les cardiologues nous les adressent pour avoir un conseil sur la prise en charge de ces patients. Merci bien. Et pour la non-compaction du ventricule gauche et la maladie de Fabry? Ah oui, alors ce sont des pathologies plus rares qui ont deux aspects particuliers de notre centre. La première, la non-compaction, c'est un peu notre préféré parce que c'est une découverte marseillaise. C'est nous qui avons découvert les premiers en France cette cardiomyopathie. C'est une forme très particulière de cardiomyopathie qui est caractérisée par une morphologie du ventricule gauche un petit peu différente avec des trabéculations importantes. Et on a découvert ça il y a une quinzaine d'années maintenant et on a créé un registre national. On a fait pas mal de publications sur le sujet et montré que cette nouvelle forme de cardiomyopathie rare avait des caractéristiques très particulières, une génétique particulière différente des autres cardiomyopathies. Bref, qu'il s'agissait réellement d'une forme particulière de cardiomyopathie à part entière qui méritait d'être individualisée au sein des autres cardiomyopathies. Ça, c'est pour la non-compaction. La maladie de Fabry, c'est un peu un autre versant très intéressant qui est celui d'une maladie qui n'est pas une maladie génétique telle qu'on l'entend, c'est-à-dire ce n'est pas une maladie liée à une mutation sur des gènes sarcomériques. Sarcomériques, c'est-à-dire des gènes responsables des principales mutations sont sur le sarcomère, donc on les appelle les cardiomyopathies sarcomériques. Eh bien, la maladie de Fabry, c'est un autre concept, c'est une maladie qui est une maladie du lysosome, une maladie générale, mais génétique quand même. Mais génétique également, mais qui ne fait pas partie des maladies génétiques du cardiaque habituel, c'est ça. Et donc le message est aussi très important, c'est que quand on a fait une analyse sarcomérique classique, ce qu'on fait dans notre centre des cardiomyopathies, et qu'on ne trouve pas de cause, il faut penser à d'autres pathologies qui ne sont pas forcément sarcomériques, mais qui peuvent avoir pour intérêt d'avoir une thérapeutique spécifique. Et donc notre message dans le centre des cardiomyopathies, c'est bien sûr faire une analyse génétique conventionnelle pour chercher les maladies sarcomériques, mais également, et même je dirais de façon prioritaire, de chercher des maladies qui sont peut-être encore plus rares, mais qui ont un traitement spécifique. Donc on peut citer la maladie de Fabry, les cardiopathies mitochondriales, mais également, et j'allais dire presque surtout, l'amylose cardiaque, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Donc à partir du moment où on sait que c'est génétique, que c'est une maladie génétique, soit maladie génétique qui affecte un gène cardiaque, sarcomérique, soit une maladie génétique qui affecte, par exemple, le lysosome, ça va avoir des implications, ça va aider pour la prise en charge au niveau familial, parce qu'on peut regarder l'hérédité, et puis ça va aider pour la prise en charge du patient. Absolument. Alors il y a plusieurs aspects, mais je crois qu'il faut distinguer un peu les différents types de cardiomyopathie. Les cardiomyopathies hypertrophiques, par exemple, qui sont quand même les plus fréquentes, celles qu'on reçoit le plus dans notre centre, celles qui ont un poids génétique le plus important, eh bien on dit souvent aux patients, écoutez, vous faites la génétique, pour vous ça ne changera rien, parce qu'on sait déjà ce que vous avez, et ça n'aura pas de conséquences thérapeutiques directes, du moins dans la plupart des cas, mais ce sera bien sûr très utile pour les apparentés. Et donc à partir du moment où on trouve le gène chez le patient, on va le chercher chez son frère, sa sœur, ses enfants, et ça peut avoir des conséquences très importantes. Un exemple tout simple, c'est la pratique sportive. Alors pour le patient lui-même, d'avoir le diagnostic, on sait qu'il faut éviter les efforts importants, le sport de haut niveau est contre-indiqué. Et donc c'est quelque chose qui est très important, et de le savoir pour le patient lui-même, mais lui on a déjà le diagnostic puisqu'il est porteur de la pathologie, mais aussi pour ses enfants, même s'ils n'ont pas encore ou rien de visible à l'échographie, ils peuvent être porteurs du gène, et alors on s'adapte, on leur donnera des conseils pour la pratique sportive, etc. Mais par exemple, c'est un exemple, on les décourage de s'engager dans une pratique sportive qui sera leur métier d'avenir. Voilà, c'est donc un conseil important. Et surtout, on les encourage à avoir un suivi régulier qui est très réglementé, très précis dans les recommandations, c'est-à-dire que, si on reprend l'exemple des cardiopathies hypertrophiques, eh bien, si on découvre une mutation chez les apparentés, chez les enfants, eh bien, pendant l'adolescence, ces enfants, même s'ils ont une échographie normale, doivent avoir un contrôle échographique tous les 2 ans pendant l'adolescence, puis tous les 5 ans après l'âge de 20 ans. L'autre exemple que je voulais vous signaler, c'est celui des cardiomyopathies dilatées, l'autre forme principale des cardiomyopathies, où là, le conseil génétique est à peu près le même pour les apparentés, où il y a le même
bénéfices pour les apparentés, mais il y a un bénéfice très particulier et très important pour le patient lui-même, c'est que certaines mutations, qu'on appelle les laminopathies, s'accompagnent d'un risque rythmique très élevé et encouragent à mettre en place un défibrillateur, parfois de façon prophylactique. Donc là, on ne dit D'accord. pas Oui. aux patients, attention, c'est pas pour vous, c'est pour les apparentés. On dit c'est pour vos apparentés, mais c'est aussi pour vous. Si jamais c'est ce gène-là, ça peut avoir des conséquences sur votre prise en charge. D'accord. Ok. Ben, merci bien. Et donc, à partir du moment où ils sont diagnostiqués, ben, vous pouvez mettre en place cette prévention et la prise en charge avec le suivi régulier, quoi. Absolument. Et concernant les enfants, justement, alors, il faut savoir que la plupart, ça dépend des cardiomyopathies, la plupart des cardiomyopathies ne s'expriment qu'à partir de l'âge de 10 ans. Donc, et d'ailleurs, l'analyse génétique n'est autorisée légalement ou n'est recommandée légalement qu'à partir de l'âge de 10 ans chez les enfants dont les parents ont une cardiomyopathie hypertrophique. C'est le cas pour la plupart des cardiomyopathies. On anticipe parfois ce dépistage chez les enfants dans certaines situations particulières, quand dans une famille, il y a eu des formes précoces avant l'âge de 10 ans, ou bien des formes très nombreuses et particulièrement graves. Dans ces cas-là, on est autorisé, mais les généticiens répondraient mieux que moi à cette remarque de faire un dépistage plus précoce. Et puis, il y a une autre pathologie qui est la non-compaction dont je parlais tout à l'heure, qui, elle, peut s'exprimer assez fréquemment avant l'âge de 10 ans. Et là, contrairement aux cardiopathies hypertrophiques, qui, je le répète, sont l'essentiel de nos cardiomyopathies dans l'ensemble quand même, et bien les non-compactions, elles, il faut les dépister dès la naissance, ou faire du cas dans les premières années de la vie, et les suivre beaucoup plus précocement. Donc, vous voyez, ça diffère un petit peu d'une cardiomyopathie à l'autre, j'allais dire. D'accord, oui. Merci bien. Donc, pour procéder à l'identification de la variation génétique en cause, vous avez parlé de panel et quelquefois, je sais que vous pouvez faire appel à la plateforme Oragène pour l'analyse du génome complet. Est-ce qu'il y a autre chose et est-ce qu'il arrive qu'il n'y ait jamais de facteur génétique identifié? Absolument, et d'une façon générale, je dirais que, bon, pour répondre à la première partie de votre question, effectivement, on a un panel de gènes qui se peaufine année après année, qui n'est pas toujours le même, hein, qui, par exemple, pour les cardiopathies hypertrophiques, quand on a commencé le centre des cardiomyopathies en 2010, eh bien, il y avait un panel de 5 gènes. Maintenant, il y a un panel de 16 gènes, puis 25 gènes. Enfin, ça dépend un peu de... Mais il y a des recommandations maintenant nationales qui font que le panel de gènes est maintenant à peu près harmonisé dans les différents centres qui font le même panel de gènes qui est censé couvrir l'ensemble des cardiomyopathies qu'on va rencontrer dans notre pratique quotidienne. Alors après, au-delà de ça, il y a d'autres possibilités. On avait fait avec Madame le professeur Karine Nguyen une étude qui s'appelait l'étude Hypergène, qui était une étude de l'exome carrément, et où on avait identifié encore de nouveaux gènes responsables des cardiomyopathies. Et puis il y a bien sûr la filière Oragène pour les cas difficiles où on peut partager notre expérience avec les autres centres en présentant des cas où l'analyse génétique immédiate a été négative. Vous me posiez la question de savoir si ça pouvait être négatif, mais oui, bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut savoir, et on l'annonce aux patients d'ailleurs, que statistiquement, quand on reçoit un patient qui a une cardiopathie, on reprend l'exemple des cardiopathies hypertrophiques, qui sont des maladies génétiques obligatoirement, eh bien on va trouver le gène que dans 50% à 60% des cas. Ça veut dire qu'il y a 40% de faux négatifs. C'est-à-dire la sensibilité n'est pas parfaite. C'est pas parce que la génétique s'avère négative que ce n'est pas une maladie génétique, c'est simplement qu'on est, dans l'état actuel de nos connaissances, pas capable de mettre en évidence, de mettre le doigt sur le gène responsable. D'accord. Ben, merci bien. Et donc voilà, donc il y a mettre le doigt sur le gène responsable, trouver la cause exacte. Et quand on parle d'errance diagnostique, c'est aussi le patient qui met du temps avant de trouver le centre expert. Est-ce que dans le cas de ces maladies, c'est encore souvent le cas? Il y a une part d'errance importante? Vous savez, c'est un peu pour ça qu'on a créé le centre il y a quelques années, c'est pour réduire cette errance diagnostique et pour instiller dans la pratique des cardiologues de traitants la capacité à faire des diagnostics précoces de ces maladies, que ce soit l'amylose cardiaque, la maladie de Fabry, etc. Et on fait beaucoup de formations aux cardiologues pour faire en sorte que cette errance diminue. Et je pense, je pourrais dire vraiment que c'est un des succès du centre d'avoir fait en sorte que l'errance diagnostique
est beaucoup plus faible, Ouais. moins développé qu'il y a quelques années. Néanmoins, c'est vrai que ce sont des maladies qui sont un petit peu trompeuses parfois, hein. Quand on reprend une nouvelle fois le cas des cardiopathies hypertrophiques, ça peut être très longtemps asymptomatique Mm. même à l'examen clinique, l'auscultation souvent ne révèle rien et il faut vraiment parfois des examens systématiques pour mettre en évidence ces cardiomyopathies. Donc il peut y avoir non pas une errance, mais un retard diagnostique, je dirais, Oui, oui, parce que les une symptômes sont incertitude. souvent assez tardifs. D'accord. Merci bien. Et puis pour finir, je voudrais dire aussi que vous faites partie du consensus d'experts pour la rédaction de documents sur la prise en charge de maladies, justement la non-compaction du ventricule gauche et la maladie de Fabry qui sont visibles sur le web, sur le site web. Oui, et j'en profite pour me dire sur ce point, pour dire qu'on est un réseau quelque part de centres de cardiomyopathie, de centres de compétences en France qui participent tous plus ou moins à l'élaboration de ces guides de bonne pratique, Mm, de mm. vidéos, de mise au point, et vraiment comme une famille de cardiomyopathie en France, qui fait que on a beaucoup progressé ces dernières années grâce au réseau et à la filière cardiogène. Oui, et qui sont aussi des ressources pour les cardiologues de ville. Absolument, avec Mm. un accès qui permet aux cardiologues de ville d'aller trouver sur Internet ou sur le site de la filière tous les éléments dont il a besoin pour la prise en charge des différentes catégories de cardiomyopathie. Et ils peuvent aussi vous appeler, c'est les cardiologues de ville, ils peuvent aussi se référer à vous. Oui, bien sûr, c'est même beaucoup comme cela que cela fonctionne. Et on a établi un fonctionnement depuis quelques années qui fait que plutôt que d'appeler, ils nous envoient des mails Ouais, ou des d'accord. fax. On est passé Mm. des fax aux mails récemment. Et les fax, ça D'accord. marche bien aussi, où ils nous présentent leur cas, ils demandent les examens qu'ils souhaitent qu'on pratique. Et dans le cadre du centre, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça sera peut-être votre prochaine question, mais j'anticipe. Le fonctionnement du centre, c'est ça, c'est que le cardiologue, en fait, nous adresse le cas Mm. par email et propose et nous dit ce que le patient a déjà eu, de quels examens il a déjà bénéficié, et on lui fournit dans la même journée les examens dont il a besoin, c'est-à-dire en Mm. pratique une prise de sang, un bilan biologique complet, un examen cardiologique, un électrocardiogramme, une échographie cardiaque et selon les cas, une épreuve d'effort, une IRM cardiaque et pratiquement toujours une consultation génétique avec l'équipe du professeur Nguyen. Donc tout ça, ça se fait dans la journée Oui. sous la forme d'une hospitalisation de jour quelque part. Et puis le patient repart le soir et l'ensemble des résultats est transféré à son cardiologue traitant, à son médecin traitant et à lui-même dans les jours qui suivent. Voilà le fonctionnement exact du centre des cardiomyopathies. Oui, merci beaucoup. Vous parlez du diagnostic, ça c'est Mmh. pour l'établissement du Mmh. diagnostic. Et pour en fait le suivi ensuite du patient, je sais que vous faites aussi des bilans pluridisciplinaires, donc qui se font de façon régulière aussi. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ici? Oui, bien sûr. Alors, ces réunions multidisciplinaires, elles se font à plusieurs niveaux. D'abord, à notre niveau local. Bien, aujourd'hui, nous sommes mardi, donc cet après-midi, nous avons notre première réunion multidisciplinaire pour les patients que nous allons voir demain. C'est une réunion multidisciplinaire locale avec le professeur Nguyen, avec mon équipe, avec l'équipe des ingénieurs de recherche. On prépare les dossiers des patients que nous allons voir demain. On étudie les cas difficiles, on en parle on revoit les dossiers, on donne des conseils justement pour le suivi des patients. Donc voilà, c'est ce qu'on fait à notre niveau local. Après, au niveau national, on a des réunions comme celle de la filière cardiogène, bien entendu, mais on a aussi des réunions spécifiques, par exemple avec le centre de référence de la maladie de Fabry qui s'est déplacé à Marseille il y a quelques semaines pour discuter avec nous de nos dossiers difficiles. Une fois par an, on fait une réunion multidisciplinaire soit en présentiel, soit en distanciel, pour certaines pathologies spécifiques qui sont par exemple la maladie de Fabry, l'amylose cardiaque ou bien les cardiomyopathies en général. Donc ça se fait vraiment à différents niveaux. Et pour le suivi du patient, comment ça se passe? Eh bien écoutez, on essaye de revoir les patients quand même au moins une fois, un an après, mais c'est pas obligé, c'est pas, disons honnêtement, on n'a plus vraiment le temps parce que la cohorte de patients est très importante. Et on essaie de partager cela le plus possible et beaucoup plus qu'avant avec le cardiologue traitant Mm. du patient qui nous, voilà, on joue notre rôle au départ de faire un diagnostic, une évaluation et de donner un conseil.
Et après, on renvoie le patient au cardiologue traitant qui prend le patient en charge. Nous, si le cardiologue a à nouveau besoin de nous, il nous rappelle, bien sûr, mais ce n'est pas systématique. On essaye juste de revoir le patient au moins une fois, D'accord. je dirais 1 an après la visite initiale. D'une part, parce que si on lui a fait une analyse génétique, on aime bien le revoir pour lui annoncer de vive voix les résultats de cette analyse génétique. Mhm. D'ailleurs, c'est obligatoire. Si c'est positif, il faut qu'il vienne et que le résultat, lui, soit annoncé par la généticienne. Donc voilà, on le revoit, on essaie de le revoir au moins une fois 1 an, mais pour le reste, le suivi est assuré par le cardiologue traitant. D'accord. Une coordination avec la ville, donc. Absolument. Et quelles sont les techniques avancées que vous avez pour la prise en charge du patient? Alors, les techniques avancées, elles dépendent étroitement du type de cardiomyopathie. C'est-à-dire que si c'est une cardiopathie hypertrophique, il y a des techniques avancées qui sont interventionnelles, comme par exemple la mise en place d'un défibrillateur, ou bien des techniques qui s'appellent l'alcoolisation septale, qui consiste à faire ce que fait la chirurgie, mais sans chirurgie, c'est-à-dire à boucher une petite artère qui permet de réduire la taille de l'hypertrophie. Donc il y a beaucoup de thérapeutiques spécifiques, mais également on espère pour l'avenir des progrès dans les thérapeutiques médicamenteuses, et notamment là aussi dans les cardiopathies hypertrophiques. En dehors des médicaments classiques de la cardiopathie hypertrophique, il y a des nouvelles molécules qui sont à l'essai et dont on attend beaucoup. D'accord. Donc qui cible des Le, signalisations, les voies de signalisation exactement, particulières. exactement, absolument. D'accord. Et dans certains cas, il faut faire une transplantation cardiaque aussi. Professeur Caroline Auvert l'a évoqué. Est-ce que vous-même, vous pouvez en parler un petit peu? Oui, bien sûr, nous on a un centre de référence sur la transplantation cardiaque à Marseille depuis bien longtemps, et les patients qui arrivent à la transplantation, par définition, ce sont des cardiomyopathies, pas forcément telles des cardiomyopathies euh, idiopathiques telles que celles qu'on reçoit dans le centre des cardiomyopathies. Ça peut être aussi une cardiomyopathie d'origine ischémique suite à un infarctus, etc. Mais c'est vrai que le bout de la route, la fin du chemin pour la cardiomyopathie, et notamment les cardiomyopathies dilatées, c'est la transplantation cardiaque, qui est réservée à un nombre très limité de patients, fort heureusement, mais qui est réservée en général aux patients les plus jeunes et qui ont résisté à toutes les thérapeutiques médicamenteuses habituelles. Et oui, c'est effectivement des patients D'accord. qui passent par chez nous et qui sont à un moment ou à un autre passés par le centre des cardiomyopathies. Et d'ailleurs, puisque vous me parlez de greffe cardiaque, à l'époque où on a fait beaucoup de transplantations cardiaques et où le centre n'existait pas, il y avait beaucoup de ces cardiomyopathies familiales, qui étaient familiales et qui n'étaient pas explorées de façon adéquate, parce qu'on Mhm. n'avait pas le réflexe d'aller chercher la D'aller. génétique dans ces pathologies, et maintenant on va les rechercher et on retrouve des anciens greffés cardiaques chez qui on fait l'analyse génétique. Donc effectivement, D'accord. les greffés cardiaques sont un groupe de patients chez qui on va trouver pas mal de cardiomyopathie familiale. D'accord. Merci bien pour toutes ces précisions. Et donc, comme on l'a dit, hein, comme vous l'avez dit, votre centre fait partie d'un réseau en fait pour l'amélioration, l'information aux, aux patients. Vous êtes affilié à la filière cardiogène et OCRMR, coordonnateur à la du CHU de la Pitié-Passalpêtrière, et vous êtes en lien avec plusieurs associations. Est-ce que vous pouvez nous dire un ou quelques exemples d'actions communes avec ce réseau? Oui, alors il y a beaucoup d'actions. Il y a des actions notamment sur des pathologies spécifiques, sur la maladie de Fabry. Il y a des relations aussi avec les associations de patients avec lesquelles on peut être amené à avoir des relations. Il y a aussi la recherche qui est Mm. très importante dans ce domaine. Et ben, vous voyez, la semaine dernière, on a eu une publication acceptée dans une belle revue qui est une publication qui était vraiment une émanation, la preuve de ce réseau dont vous parlez, c'est-à-dire c'était une publication sur le pronostic des non-compactions. C'était un Mm. PHRC, un projet hospitalier de recherche clinique que nous avons mené à Marseille Super. et il y a quelques années, dont on a les fruits longtemps après, hein, bien entendu, et tous les centres, et c'était vraiment tous les centres, des centres Ouais, de référence qui ont participé, et donc ben, j'ai envoyé le mot d'acceptation à Philippe Charon ce week-end, mais il était content pour bien l'ensemble sûr. Ouais. du centre des cardiomyopathies français, Mm, et mm. ça montre bien qu'il y a vraiment
un souhait, une volonté de tous ces centres de collaborer, de travailler ensemble. Bon, là, c'était sur les non-compactions, mais il y a de très nombreux travaux. Là, de l'équipe parisienne initie un nouveau travail, un nouveau protocole qui s'appelle l'étude Optime HCM, et là, c'est Paris qui le coordonne sur les cardiopathies hypertrophiques. Voilà, chaque centre a un peu des initiatives Les parties prenantes. oui, et tous les centres français participent. D'accord, merci bien. Puis on relaiera cette publication sur le site web aussi de la plateforme. Avec plaisir. Ouais. Mais merci beaucoup pour tout ça, pour toutes ces mises en œuvre. Et est-ce qu'il y a des espoirs, attentes thérapeutiques euh, spéciales, actuelles pour un avenir proche ou moins proche? Oui, bien sûr, c'est une question importante. Je vous ai parlé déjà tout à l'heure des progrès que nous allions avoir dans les cardiopathies hypertrophiques avec des nouvelles thérapeutiques médicamenteuses très prometteuses. Il y a une pathologie où il y a vraiment des grands progrès qu'on attend et qui commencent à arriver, qui est l'amylose cardiaque, qui est une forme très particulière de cardiomyopathie qu'on redécouvre un peu, qu'on avait un petit peu négligé parce que malgré sa sévérité, parce qu'en fait on n'avait aucun traitement et depuis quelque temps on a maintenant des médicaments qui sont capables de traiter, de bloquer l'évolution de cette maladie. C'est même dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie de donner un traitement spécifique dans l'amylose cardiaque, dans une des formes de cardiopathie restrictive. Et il y a d'autres médicaments qui sont en cours. On participe à de nombreux protocoles thérapeutiques et on a vraiment beaucoup d'espoir sur ce sujet-là. C'est un exemple comme un autre, mais je crois que c'est un exemple important parce que c'est une Bien sûr. pathologie qui se développe. Ouais. Eh ben, super, merci pour toutes ces améliorations, euh, déjà actuelles ou prochaines. Et est-ce qu'il y a encore une information ou un mot de la fin que vous voulez nous dire aujourd'hui? Oh, le mot de la fin, et je vous aurai un message pour tous nos amis cardiologues qui nous font l'amitié et l'honneur de nous confier leurs patients depuis de nombreuses années maintenant. Mais on espère ne pas les décevoir et on continue à travailler avec eux. Mais le message, c'est vous avez une cardiomyopathie, pensez à la génétique, pensez à adresser le patient à un centre de référence des cardiomyopathies pour faire une analyse génétique. Ça peut sauver des vies. Ben, merci beaucoup. On relaiera cette information. Et voilà, merci pour tout podcast. Et donc, si les auditeurs veulent plus d'informations, il y en a de nombreuses sur le site web de votre service. Merci à vous. Au revoir.